Bienvenue sur Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Bien, on va parler de ce que maintenant tout le monde a pu voir à la télévision, sur les réseaux sociaux, à savoir, et c'est d'ailleurs entretenu par beaucoup de manifestations contre ce qui s'est passé ou ce qui se passe peut-être encore en Libye, à savoir l'esclavage. On parle de retour au fait de vendre des êtres humains sur le marché, sur la place publique. Et pour nous accompagner dans cette discussion, M. Almami Kanouté et Gamal Abina. Voilà. Alors, on a comme support, le seul, je crois, qui a tourné partout, c'est les images prises par une journaliste américaine qui a reçu ces images, puis est allée sur place pour se rendre compte de la véracité des choses. Elle y est allée et elle dit qu'elle a vu de ses propres yeux un marché aux esclaves en plein Tripoli, ce me semble. Voilà. Bon. Avez-vous d'autres informations, messieurs? Alors. D'autres informations, moi je tiens à signaler qu'avant cette fameuse diffusion de la part de la chaîne CNN, il y avait déjà via WhatsApp des audios qui étaient diffusés en masse, des personnes maltraitées ou prises en otage, puisqu'il y a pour certains d'entre eux des demandes de rançon pour pouvoir libérer. J'ai même été contacté par la nièce d'un homme qui est emprisonné encore en Libye, et si la famille ne remet pas la somme demandée, par exemple, ben, il continuera à le garder ou à le violenter. Et ces audios, moi le premier, j'avoue que j'avais émis de forts doutes de leur authenticité. Ouais. Oui, il faut toujours faire attention. Voilà, il faut faire attention à ce qui est diffusé. Et effectivement, les gens sous le coup de l'émotion, avec les images diffusées par CNN, bon, bah, ça a pris une ampleur internationale. Mais il faut, je pense, avec du recul, faire attention aux effets émotionnels de la nouvelle technologie et ce qui peut paraître comme étant un renouveau sur les questions de l'esclavage, alors que c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années. Et les gens, effectivement, subissent une certaine forme d'ignorance. Quoi, la subissent pas. Ils en sont responsables en quelque sorte. C'est que si on regarde bien, on revient en arrière de l'époque de Kadhafi. Donc avant voilà, 2011. Avant tout ça, ça existait avant Kadhafi. Pendant l'esclavage. Non, avant. Donc sous les Sénoussi. Quand il a pris le pouvoir, 69. Mon père m'a rappelé qu'il a fait exécuter des esclavagistes. Et que sous son règne, il n'y aura pas de traitement inhumain au niveau des Noirs vivant en Libye. Et ça, les gens, je pense que nombreux sont ceux qui n'étaient pas forcément informés de ces détails-là. Mais au-delà même de la Libye, voilà, on sait que les Maghrébins noirs subissent aussi une certaine forme du racisme. Il y a aussi de la négrophobie au Maghreb. Et est-ce que ça Mauritanie aussi. Mauritanie. D'ailleurs, en Mauritanie, l'esclavage, actuellement, le statut d'esclave a été aboli mais les années 80, je crois. Absolument. Aboli, mais c'est toujours appliqué. Oui, il ne suffit pas d'abolir, évidemment. Je pense que sous le coup de l'émotion, ce que j'ai vu lors des premières mobilisations, c'était beau à voir, parce que c'est devenu tellement rare de voir des rues remplies de monde en colère. Ouais. Et moi, ce que je retiens des premières mobilisations, c'est que les gens ont préféré se mobiliser vers des endroits où, généralement, on ne nous donne pas accès pour exprimer notre colère. Donc, de nombreuses personnes ont préféré se mobiliser vers les Champs-Élysées plutôt que de rester sur place au lieu du rendez-vous pour écouter des discours ou faire du surplace. Mais ça a soulevé, parce que j'étais sur place et j'ai entendu des propos tenus par des amis d'origine maghrébine qui m'ont fortement déplu. On va en parler de ça justement. Alors Gamal Abina, juste un mot tout de même. Moi je reviens de Guinée où même, et vous avez raison de le souligner, il y avait là-bas, donc il y a quelques jours,
des manifestations contre ce qui se passe en Libye. Ça veut dire que vraiment, la chose s'est internationalisée. Et pour vous dire la vérité, moi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, alors c'est peut-être parce que l'historien il fait toujours un petit peu attention, je me suis dit, attention, est-ce que c'est des gens qui viennent, comme il en existe à Paris, des gens qui viennent proposer leur force de travail. Et il y a des gens qui s'intéressent et qui passent par là et qui disent moi j'en prends 2, moi j'en prends 3, etc. Ça se passe du côté de la porte de Clichy. Il y a toujours des gens qui viennent et qui disent, vous savez, pour les métiers du bâtiment, le chantier, c'est comme ça que ça se passe. Donc je me suis posé la question. Et je n'ai pas eu réponse encore. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment des gens qu'on capture, n'est-ce pas, et qu'on vend sur le marché? À un moment, il faut être vrai. Donc après, quand j'ai vu les témoignages des gens eux-mêmes, non pas ce que disait la journaliste, mais des gens eux-mêmes, là j'ai commencé à me dire que c'est vrai. Alors Gamel Abidin. Déjà, il y a un contexte à remettre en place. C'est-à-dire que bon, l'histoire de la négrophobie, de l'esclavage, c'est des questions qui sont extrêmement violentes. D'ailleurs, il faut l'associer au colonialisme. En Libye, avant le coup d'État militaire orchestré par Cameron, Sarkozy et Obama, c'est un coup d'État, ça n'est pas une révolution, contrairement aux images qu'on a voulu nous envoyer. C'était un pays qui était 53e en classement mondial pour les IDE, pour l'IDH plutôt, pour le développement humain, 53e, premier pays d'Afrique en termes de développement humain. C'est un pays qui avait 1 million d'Africains subsahariens, parce qu'on va faire des clivages, donc on va parler de subsahariens, même si la Libye n'est pas un pays de blanc non plus. C'est un pays qui avait reçu 1 million de travailleurs subsahariens qui avait ouvert ses frontières. Et Kadhafi à l'époque disait « la Libye est votre pays ». Donc les choses étaient claires. L'esclavage, évidemment, contre, la barbarie de ce qu'on peut imaginer de mauvaises traditions et qui existe aussi, effectivement, on le trouve aussi en Mauritanie pour des raisons malheureusement racistes qui s'expliquent parfaitement sur un plan historique. Tout ça, ça avait été aboli. Ensuite, ce coup d'État orchestré contre Kadhafi a conduit à quoi? À ce qu'il y ait un clivage qui est démarré dès le départ de dire les Noirs sont pro-Kadhafi. Oui, c'est ça. Ouais. Et les images, oui, ça, on l'a vu, ça. Moi, je trouve extraordinaire qu'après 250 000 morts sur un massacre qui a duré 7 ans en Libye, où on a mis à genoux un pays qui était riche, où on a volé toutes ses réserves de change, voilà la réalité de la Libye aujourd'hui, où il n'y a plus de gouvernement, il y a 3 gouvernements qui autoproclamés, à Tobrouk, à Tripoli, à Benghazi, enfin bon, on veut faire la partition du territoire. On se rend compte aujourd'hui qu'on maltraite des Noirs libyens, parce qu'ils sont aussi libyens, les gens du sud de la Libye, les Toubous, si je ne me trompe pas, sont des Libyens. On les maltraite en suspicion de pro-Kadhafi. Voilà la question qui se pose. Et on a vu des images très violentes, et moi ça m'a choqué au départ, et bizarrement personne n'a été choqué par ça, de voir des Noirs parqués au début de la révolution, la soi-disant révolution, du CNT, des Noirs parqués à qui on donnait de la nourriture de chiens. Pendant le mois de Ramadan, en plus. Pendant le mois de Ramadan. Tout à fait. Où on les maltraitait, on les torturait, on les massacrait parce qu'on disait vous êtes des kadhafistes, et Kadhafi aimait les Noirs africains. Voilà la réalité. Non, mais ça dérangeait personne. Non, mais ça dérangeait personne parce que les gens dont vous attendiez peut-être que ça les dérange, Gamal Abidin, étaient pour le renversement de Kadhafi. Absolument. Donc quand on est pour le renversement, on est d'accord pour la torture des Noirs. Quand on n'est plus pour le renversement, je pense. 7 ans après, bizarrement, on nous sort les Noirs. Et pourquoi on les sort? Parce que ça fait des années que les Occidentaux veulent intervenir en Libye. Ils veulent en finir avec cette pagaille. Ils veulent remettre les choses en place avec le général Haftar, qui est l'homme de l'Amérique, de la CIA. Donc ce qui se passe, c'est que comme par hasard, CNN, chaîne de propagande reconnue, trouve des images qui sans doute sont vraies, je peux l'imaginer. Hein. Ce genre de dérive, on les voit aussi en Irak. Hein. Non mais quand il n'y a que CNN qui montre ça, bah c'est... Je sais pas. Non, mais le truc, c'est que ça vient de CNN. J'ai l'habitude voilà. C'est un inspecteur, il regarde plusieurs versions. Moi, s'il n'y a que CNN qui me balance ça, je dis juste, ce n'est pas suffisant. Merci, monsieur. C'est pour ça que quand ça vient de CNN, moi je m'interroge. Mais surtout, ce qui me pose problème, c'est au-delà de cette question qui est... Alors, évidemment, il y a des types qui ont des pratiques sauvages en Libye, indiscutablement. Et qui profitent de la misère des gens. Et qui profitent de la misère. Il y a indiscutablement un racisme qui s'est développé parce que Kadhafi était pro-africain et que lui reproche ça. J'ai entendu des propos qui disaient Kadhafi aime les Noirs, nous on les aime pas. En gros, c'est ça. C'est une colère qui est mal placée, comme toujours. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que bizarrement, cette amplification de ce phénomène me rappelle comme en Irak, quand on disait qu'on avait sorti des enfants des couveuses et que l'armée de Saddam Hussein les avait jetés par terre. C'était un mensonge, on le sait parfaitement aujourd'hui. Celle qui témoignait de ça, c'est la fille de l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gamal Abidin, que via CNN, on préparerait une nouvelle intervention en Libye? Je pense que ça fait longtemps qu'ils veulent intervenir. Ils poussent l'Algérie à le faire, qui refuse catégoriquement. Ils poussent les pays arabes à intervenir, ne pas. Donc ils disent qu'il faut faire quelque chose parce qu'on ne maîtrise pas. Ils ont eu peur avec l'histoire de Sirte qui est investie par Daesh. Donc tout ça, ils ont dit on va
remettre la patte dessus. En plus, le pétrole coule moins vite qu'avant, donc ça pose problème. Et surtout, l'autre objectif, c'est là où on va en discuter, et pour moi c'est le cœur de la question, c'est de dire, et ça je trouve ça absolument abominable, de dire que ces Arabes, en gros ces Arabes, on va jusqu'à dire au Soudan que le nord du Soudan c'est les Arabes, alors que c'est des Noirs aussi, hein. Ces Arabes vont pérenniser un esclavage qu'ils ont inventé quasiment. Et on veut faire croire que les Arabes font de l'esclavage, ont participé à la traite transatlantique, négrière, font de l'esclavage racialisé, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire qu'on veut tout faire pour dire les Arabes sont des racistes, nous, et puis les Occidentaux qui sont totalement responsables de la création de l'idéologie de l'esclavage avec Isabelle la catholique. Ces Occidentaux disent quoi? Ah, on n'a rien à voir là-dedans. Juste un petit peu, pas plus. Alors que les Arabes, ça fait quand même des siècles qu'ils pratiquent l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les Arabes ont pratiqué l'esclavage. Absolument, mais de toutes les couleurs. Ah oui. Les barbaresques, c'est des blancs, 100 000 blancs. Oui, Ben Aïch, qui était le corsaire attitré du sultan Ismaël de Meknès, a sillonné l'Atlantique pour ramener des esclaves blancs, hein, européens, chrétiens, pour travailler dans le royaume chérifien. C'est bien connu. Donc effectivement, les Arabes ont toujours pratiqué l'esclavage. C'est un fait historique, mais quel que soit l'origine ethnique. Il n'y avait pas l'idée de race, Du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de code noir. Non, bien sûr, absolument. Dans le monde musulman, ça n'existe pas. Le code noir, c'est quelque chose qui régissait le travail des esclaves aux Antilles, sous le premier empire colonial français. Et là, c'était sur une base raciale, sur une base ethnique. Tous les Africains importés du continent africain étaient de fait esclaves. Ils pouvaient être affranchis après, mais ils étaient de fait esclaves du fait de leur couleur de peau. Justement, j'aimerais bien savoir d'ailleurs par rapport à ça. J'ai pas pu aller à la manifestation en question. En plus, ça s'est mal passé puisque la police avait bloqué les manifestants. Il y a eu des échauffourées, hein, j'ai vu les images. Mais quels étaient les propos tenus? Parce que moi, du côté, entre guillemets... Alors, revenons à cela, justement. Oui. Bah, les propos qui faisaient le plus souvent, c'était oui, ce sont les Arabes, oui, ce sont les musulmans. Donc sur place, bah, il y a eu des échanges un peu tendus avec certaines personnes. Entre manifestants, ça? Oui. C'est-à-dire que le niveau de division est tel que même entre semblables, épidermiques, si l'un est chrétien et l'autre est musulman, ça chauffe. Ça va chauffer. Et on l'a bien vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'Afrique centrale va pointer du doigt l'Afrique de l'Ouest, où il y a une majorité de musulmans. Mais moi, j'ai pointé du doigt le fait que, par exemple, je suis originaire du Mali. Comment se fait-il qu'au Mali, les chrétiens ne soient jamais fait massacrer ou malmenés par les musulmans qui sont majoritaires sur le pays? C'est ce que je veux dire. Et que, au lieu d'utiliser comme force commune le fait que malheureusement l'histoire nous est éparpillée par on ne sait par quel moyen, utiliser justement cet éparpillement comme un rapport de force. Oui, comme une force. Comme une puissance de frappe. Non, on tombe dans le panneau, on tombe dans le piège des frontières qu'on nous a imposées, que ce soit religieux, culturel ou politique. Voilà. C'est plus facile, les gens sont beaucoup plus faciles à diviser qu'à rassembler. C'est facile, et dans tout ça, vous avez justement les différentes périodes d'esclavage, transatlantique, traite orientale ou traite négrière. Vous avez tout ça qui se retrouve sur la même table, comme un puzzle. Et du coup, dans la tête des gens... il faut l'amalgame de tout. Il faut l'amalgame de tout. C'est-à-dire que là, j'ai senti, pour mes amis maghrébins qui sont déplacés, ils m'ont fait un retour, ils m'ont dit j'ai senti des gens très agressifs envers moi. Et je l'ai précisé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais je peux comprendre le fait que quand il y ait, par exemple, des mobilisations pro-palestiniennes, qu'il y ait une majorité d'Arabes ou de Maghrébins. Moi-même, j'y participe. À aucun moment, je me suis plaint, on n'est pas suffisant les Noirs. À un moment donné, ce qui se passe en Palestine, ça concerne l'humanité. Ce qui concerne la Libye, ça concerne aussi l'humanité. J'ai aussi entendu les personnes qui pointaient du doigt le fait que on s'est retrouvés seuls. J'ai dit, je ne veux pas dire c'est logique, mais est-ce que vous, quand la Palestine se fait bombarder, vous vous déplacez? Non. Pourquoi vous vous plaignez que les Arabes ne soient pas en masse avec nous? Non. Mais par contre, il y a un sujet
où on se retrouve régulièrement tous ensemble, c'est sur les violences policières. C'est clair. Là, on est sûr de retrouver du noir, de l'arabe. Mais un autre sujet, une petite parenthèse, c'est quand il s'agit de matchs de foot, Coupe d'Afrique. Oui, là, on est tous africains. On est tous africains. Mais quand ça déborde, là, on voit que il y a des injures qui fusent des deux côtés et des anciennes rancœurs et autres, parce que je sais que, bon, effectivement, la question de l'esclavage est un sujet tabou, autour aussi de la religion. Il ne faut pas avoir peur de se dire les choses. Normalement, pardon, mais cette facilité à réagir à l'émotion comme ça très rapidement, c'est pas ça aussi qui est... En fait, ça fait émotion contre émotion. Émotion contre émotion, moi je pense que je mets ça sur la faute de... on est dans une ère où l'information, c'est au bout des doigts. Sur le portable, on peut lire tout et n'importe quoi. Si on ne prend pas le temps de vérifier, les gens ne prennent plus le temps de vérifier, ils ne prennent plus le temps d'apprendre, de se renseigner correctement. Et du coup, il y a encore ces a priori. Voilà, vous savez, en tant que jeune franco-malien, il y a des individus qui dans leur éducation, malheureusement, on va leur apporter un argumentaire prétendant que les Noirs sont inférieurs à nous. Et quand on évolue comme ça en tant qu'individu, et quand on est amené à devenir responsable, dans la société Est-ce que le problème, c'est qu'ils finissent pas eux-mêmes par le croire ? Et que c'est ça qui est le véritable moteur de cette action si rapide, si vive, sans prendre le temps de vérifier. C'est que quelque part, ça traduit un mal-être qui ne veut pas dire son nom. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est ça, c'est l'ignorance, le mal-être intérieur, la désinformation. Voilà, tout ça fait que aujourd'hui, moi je sais que personnellement, j'ai aucun mal à me retrouver auprès, si demain l'Algérie, le Maroc, la Tunisie se fait toucher, j'ai aucun problème à être au cœur d'une mobilisation, en soutien. Mais j'en voudrais pas à mes frères maghrébins de ne pas être à mes côtés quand le Mali se fait toucher. Après, chacun ses raisons. J'étais au Mali et on se sent chez soi, c'est des gens magnifiques. Ce que je veux dire, c'est que pour ma part, moi personnellement, oui, j'ai bien compris. Je me mobilise, je ne vais pas reprocher. Mais si un jour il me reproche de ne pas être là auprès de lui, j'aurais envie de lui dire, quand mon pays se faisait frapper, je ne vous ai pas vu. Mais le problème reste quand même profond. Parce que aujourd'hui, il y a des fragments tellement violents qui font que le fossé s'écarte de plus en plus et l'ennemi que nous avons en commun, donc c'est-à-dire l'Occident, profite de la situation. Pour les détourner des vrais problèmes de fond. On l'a vu dans la question soudanaise, par exemple. Il faut voir le Soudan. Moi, j'ai bien étudié la question pour des raisons simples, c'est que je voulais comprendre ce qui se passe. Alors moi, je ne sais pas si l'Occident est l'ennemi. L'Occident, il est au moins l'adversaire. Mais je ne sais pas. Sur ces questions, ils instrumentalisent, ils font un travail formidable. Je vais prendre un exemple très concret. Non, mais parce qu'on est très clair. La question du Soudan. Le Soudan, ils ont sorti les violons. Nord et Sud-Soudan. Nord, soi-disant musulmans. Et arabe. Le Soudan en arabe, ça signifie, et le Sud chrétien. En arabe, Soudan, c'est Soudani, c'est le pays des Noirs. Donc déjà, quand les Soudanais entendent qu'ils sont arabes, ils sont peut-être contents ou pas, on ne sait pas, bref. Donc El-Béchir ou tous les hauts dignitaires soudanais du Nord, ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas arabes, ils sont noirs, clairement, si on parle de couleur de peau. On a voulu faire la division entre le Nord et le Sud sur les bases, pas ethniques, mais parce que c'est difficile, mais religieuses. Ça a marché, ils ont réussi à détruire le Soudan en coupant le plus grand pays d'Afrique en deux. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Sud qui n'était pas du tout chrétien, contrairement à ce qui était dit? Il y avait 15% de chrétiens dans le Sud, 15% de musulmans, 70% d'animistes. Donc déjà, si on avait fait une guerre entre le Nord et le Sud, c'était Nord musulman, Sud animiste et pas chrétien. Eh bien, ils sont tapés dessus entre eux. Salva Kiir et toute son équipe a commencé à se taper avec son opposition. Enfin bref, donc maintenant le pays est en guerre, clairement. La guerre ne s'est pas arrêtée. Le Nord, ça s'est arrêté. Mais ils ont quand même voulu foutre la pagaille dans le Nord. Ils ont créé un problème, une partition qui était extraordinaire. Et ça, c'est très fort. De dire, il y a les massacres dans le Darfour, qui seraient devenus noirs. Alors, ils sont tous musulmans, donc c'est difficile de diviser. Donc, d'un côté, les Darfourais sont noirs, de l'autre côté, le pouvoir central est arabe. Alors que c'est la même ethnie. Donc ça, c'est pour dire que le vice de l'Occident, et là on parle vraiment de diviser pour bien régner, mieux régner, c'est le système anglais. Moi, c'est limite le mot l'Occident qui me gêne. Non, je dis l'Occident parce que je veux dire capitaliste. Je veux dire pourquoi. Parce que croire que l'Occident est uni, moi, j'y crois pas. Non, je pense qu'il y a des puissances qui se font la concurrence également. D'ailleurs, la guerre en Libye le montre bien.
si la France va en Libye, c'est peut-être parce que d'autres pays européens commençaient à négocier avec Kadhafi et que la France se voyait être mise de côté. On ne sait pas. Mais il n'y a pas, je ne vois pas, moi je n'y crois pas, un Occident uni face à un Orient uni lui aussi. Alors l'Orient, ça se voit tout de suite qu'il n'est pas uni parce que ça tire partout. Ok, mais l'Occident, ça tire autrement. Non mais je vais être très clair, quand on parle d'unité, alors on ne parle pas d'unité en termes, c'est une unité de façade. En vérité, il n'y a pas d'unité parce qu'ils se sont fait la guerre pendant des siècles, On ils est se bien détestent d'accord. entre eux. Parce que de toute façon, ils se sont battus pour l'Amérique, l'Angleterre et la France, parce qu'ils se sont battus contre l'Espagne et le Portugal sur Il y le a des contrôle des intérêts. mers. C'est ce qu'on appelle, j'appelle ça une alliance stratégique. C'est des alliances circonstanciées. Par exemple, il y a 3 Occidents, si on veut parler d'Occident. Il y a l'Europe centrale, l'Allemagne, la Hongrie, enfin tous les pays d'Europe centrale, l'Europe occidentale et l'extrême Occident, comme j'appelle, qui s'appelle les États-Unis, qui est une émanation de tous ces Européens qui sont partis à la conquête d'une terre et qui ont massacré pour ça pratiquement 100 millions de personnes. Cet Occident que je dis être unis, ils ne sont pas unis parce qu'ils s'aiment, ils sont unis parce qu'ils ont des intérêts partagés. Par exemple, si en Libye, il y a 3 nations qui bombardent la Libye, l'Italie un petit peu, mais surtout la France, comme toujours, l'Angleterre évidemment, et les États-Unis, c'est que ces 3 nations-là ont des intérêts convergents. Quand ils vont créer un clivage entre l'Afrique, parce que pour moi on est africain, ça ne se discute même pas, mais le nord de l'Afrique qui serait musulman essentiellement et arabe, le sud ou les subsahariens qui seraient noirs et peut-être chrétiens, c'est une façon de diviser. Pourquoi? Parce que si l'Afrique est unie, comme Kadhafi avait tenté de le faire avec son Union africaine, si l'Afrique est unie, ça devient la première puissance mondiale. Ressources minières, une jeunesse, des capacités, accès à toutes les mers, enfin c'est extraordinaire la puissance de l'Afrique. Maintenant comment ils font? Ils utilisent un moyen qui est vicieux. Le racisme, moi je le date dans le temps parfaitement, c'est Isabelle la catholique. Clairement. Quand elle fait son décret, son pacte de sang pour dire celui qui a 3 générations d'hispanité, donc de race espagnole, il peut rester. Les autres, ils dégagent. Ceux qui sont convertis dégagent. Les juifs, ils dégagent. Les arabes dégagent. Les musulmans dégagent. Les morts, les juifs noirs, devaient tout se le monde. convertir. Mais après, les a dégagés. De toute façon, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Après la chute de Grenade, elle les met dehors. Ils arrivent au Maroc, 800 000. Enfin bon. Donc tout ça, c'est déjà racialisant. Elle a déjà l'idée de se dire on va faire des races, un peu comme Hitler. Ensuite, quand ils vont faire l'esclavage, ils commencent par qui? Ils ne commencent pas par les Noirs, contrairement à l'idée reçue. Ils commencent par les Amérindiens, par les Sud-Américains. Le problème, c'est qu'ils les ont tellement massacrés et ils se sont même demandé si ces êtres humains étaient des humains. Il y a eu une fameuse controverse, Valladolid, où ils ont discuté pendant un an pour dire est-ce qu'ils sont humains, est-ce qu'ils peuvent être chrétiens. Bartholomé de las Casas et Sepulveda, absolument. Donc c'est un débat qui dure un an quand même, c'est pas 3 jours. Hein. Et au bout d'un an, après les massacres, on n'a pu finir, finalement ils sont humains, ils peuvent être chrétiens. Mais bon, on a bien épuré la population. Et ils ont essayé de les réduire à l'esclavage, malheureusement ils n'étaient pas solides physiquement. Ils ne tenaient pas à l'esclavage. Et ils se sont dit, il faut trouver d'autres esclaves. Et bizarrement, ce qu'on n'a pas retenu dans l'histoire, c'est que les premiers esclaves, ils n'étaient pas noirs, ils étaient marocains. C'est d'abord le nord de l'Afrique qu'ils ont puisé. Et comme ils ont vu qu'il y avait une difficulté à pouvoir tous les vaincre, parce qu'il y avait une unité un petit peu idéologique du passé, ils ont dit on va creuser un peu plus loin. Toujours chez les musulmans, mais noirs cette fois-ci. Et ils ont commencé à faire ces fameuses traites négrières et ils ont fait des codes, ce fameux code noir qui arrive après, qui disent quoi? Il est noir, il est donc pas humain, encore une fois, l'idée de l'humanité. Il n'appartient pas à notre noblesse. Donc on peut le réduire à l'esclavage de père en fils, des enfants à la naissance jusqu'à la mort. Et c'est là que le vice intervient. Le problème, c'est que, juste pour conclure, le vice de la traite négrière, c'est pour ça que moi je trouve ça abominable de comparer un esclavage qui a toujours existé partout, d'ailleurs, pas seulement chez les pays arabes, dans le monde entier. Un esclavage qui était je te prends ta période de la guerre, t'es esclave, mais tu peux devenir libre un jour, c'est possible. On le voit avec les musulmans, par exemple, quand quelqu'un Les Mamelouks, notamment, qui deviennent vizirs, qui ont fait quasiment. des dynasties, d'ailleurs. Absolument, ils ont fait c'est des esclaves, sont devenus des rois quasiment, qui ont donné des pouvoirs sous l'Empire turc. Et de l'autre côté, les Occidentaux qui disent on a besoin de forces vives pour développer nos champs de coton, on va prendre ces esclaves. Et bizarrement, d'ailleurs j'explique très bien la fin de l'esclavage, contrairement à ce qui est dit, c'est pas une générosité des Occidentaux qui se disent, les Occidentaux dans le sens capitaliste du terme, qui se disent bon on va arrêter l'esclavage. Ils l'ont pas arrêté parce que c'était intéressant d'arrêter humainement, c'est pas du tout ça l'idée. Ils l'ont arrêté parce qu'il y a eu la révolution industrielle qui a remplacé les machines, les hommes par des machines, et qui était plus rentable. Donc ils se sont dit bon, c'est plus nécessaire d'avoir des esclaves. C'est moins intéressant, parce qu'il faut quand même les nourrir, il faut leur donner une maison, il faut leur donner des vêtements, un minimum vital. Une machine, on leur donne rien. On paiera un type qui va travailler derrière. Donc tout ça, il n'y a pas d'humanisme. Ça, c'est du baratin l'humanisme, un peu comme l'histoire de la guerre de sécession. C'est pareil, il n'y a pas d'humanisme. Est-ce que vous pensez ou non qu'en fait, finalement, sur cette question de l'esclavage, le grand livre de l'esclavage n'a pas encore été écrit? Parce que vous parliez de questions taboues tout à l'heure. Pourquoi c'est si tabou? Faut en parler. Il y a les historiens africains, qu'est-ce qu'ils font? C'est sûrement qu'ils travaillent et qu'on n'est pas au courant. Il y a des historiens qui ont écrit des livres, qui ont posé les choses.
Mais les gens lisent pas. Non, c'est même pas question les gens ne lisent pas, c'est que ce sont pas les historiens qui ont été invités, qui ont été mis en avant dans les livres d'histoire, par exemple. Oui. Et je pense que tant qu'on ne rétablira pas... Ici, en France, le spécialiste de l'Afrique, c'est jamais un Africain. Oui, c'est souvent été l'extrême droite, en plus. Non, mais je pense que tant que les pays concernés ou les différentes puissances dans ce monde n'auront pas décidé de rétablir la vérité au sein historique, comme la France. Par exemple, qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas pour le grand public? Pour le grand public, je pense que dès notre plus jeune âge, on nous aurait réellement expliqué, puisque moi, quand je me suis reconnu dans les livres d'histoire en France, c'était soit sur les périodes de l'esclavage ou les périodes de la colonisation. Ouais. Donc deux périodes... Voilà, deux périodes où c'était humiliation, domination. Et du coup, ça va pas, moi gamin, je me dis, je me sens systématiquement inférieur. C'est pas constructif. Donc il y a un conditionnement qui est mis déjà en place dès le départ. Absolument. Et tant qu'on... Il n'y a pas d'histoire de royaume, il n'y a pas d'histoire de culture. Alors, je sais qu'on a eu des rois, je sais qu'on a gagné des guerres, qu'on a résisté. Mais des empires, même plus que ça. On parle de l'esclavage de tous bords, mais je sais qu'en Afrique, il y en a qui ont résisté. Absolument. Qui ont résisté, et ces résistants-là ne sont même pas enseignés, par exemple, au Mali. Ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés parce qu'on leur a imposé un programme scolaire qui date de l'époque des colonies. Absolument. Et je pense que chaque pays... Mais donc là, c'est la responsabilité des responsables africains, parce que c'est quand même à eux les premiers. Mais sans oublier que ces responsables africains, où est-ce qu'ils ont tous été formés et conditionnés? Très bien. Mais ils peuvent avoir l'intelligence de prendre ce qu'il y a de bon, de laisser de côté le reste. Je ne sais pas si c'est une question d'intelligence. Évidemment, tout n'est pas mauvais. Malheureusement, ceux qui ont eu du moins ce réflexe ou cette intelligence-là, ils n'ont pas fait de long feu. Sankara, par exemple, le premier. Sankara, quand il relève la tête devant le maître colon, il dit on n'a pas de leçon à prendre de vous. Le lendemain, il le massacre. Mais c'est important, justement, l'idée. Mais aujourd'hui encore, au XXIe siècle. Oui, il y a une logique néocolonialiste qui consiste à dire que on voit l'affaire Macron qui va en Afrique. Alors lui, évidemment, Macron c'est pas un méchant. Mais quand il parle, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est tellement spontané qu'il en arrive à un mouvement néocolonialiste qui, chez lui, fait rire. Ça fait marrer de voir ça. Mais il tape l'épaule comme ça. Je vois pas Macron taper l'épaule. Non, mais si, c'est important parce qu'il le ferait pas avec Ahmadinejad, il le ferait pas. Enfin, Ahmadinejad, il le ferait pas avec Trump. Il fait pas ça avec ce qu'il considère comme quelqu'un de dangereux ou dominant. Il fait avec quelqu'un qu'il considère comme étant infériorisé. Alors il le fait pour être sympa, pour être cool. Je sais pas si c'est. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, Gamal Abina. C'est un réflexe. Parce que oui, c'est un réflexe, certes, mais il y a on peut aussi le faire parce que on se sent entre nous. Non, je pense pas qu'il se sent absolument pas. Je pense pas du tout ça. Sincèrement, il sait qu'il domine. L'Asie, c'est très loin. Les États-Unis, c'est loin aussi. Mais la France, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, surtout l'Afrique de l'Ouest, je ne pense pas, par exemple, qu'il l'aurait fait au Soudan. Attention, je ne pense pas qu'il l'aurait fait avec quelqu'un je sais pas moi, de Somalie. Mais l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, la France, Non, il le fait avec son précaré français. Avec les ex-colonies. Le précaré français. Les anciennes zones CFA, la OF, tout ça. Il le fait avec des gens qu'il connaît parce qu'il sait qu'ils sont dominés. Il le fait parce qu'il sait qu'il a la monnaie. Il a le franc CFA. C'est quand même extraordinaire. C'est la France. C'est la France qui gère la monnaie. Qui gère en plus le taux de change. C'est monstrueux. Mais plus que ça, il le fait avec des gens dont il sait parfaitement qu'ils diront rien parce qu'ils sont adoubés par lui. On va prendre l'exemple très concret. Là, il est en Algérie aujourd'hui. Bon, il y a Johnny qui est mort. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'images. Mais il n'en demeure pas moins qu'en Algérie, je vois difficilement faire à Yahya un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de tension qui est violent. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il joue les gentils avec les Algériens pour aller marcher. Il n'hésite pas, parce que les Algériens sont des gens qui lui pardonneraient surtout pas ses familiarités. Et le problème, c'est qu'il peut le faire, par exemple, plus facilement avec des Tunisiens. Parce qu'il n'y a pas ce rapport violent du passé colonial et de décolonisation. Même s'il le fera sans doute pas, peut-être pas sûr, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que malheureusement, et c'est là où je vous rejoins par rapport à ce discours, ce qui est détestable, et c'est là où moi ça me rend malade sincèrement, c'est de voir qu'on ne nomme l'Afrique que sous le prisme de la domination, de l'infériorisation, de la perte, de la défaite, de la capacité de création de richesse. Je prends un exemple très concret. Un mot chacun. Très concret l'exemple. Tous les grands empires africains, la reine de Saba, c'est un empire.
Ouais. C'est des reines, des rois qui étaient respectés. C'est pas des sous-fifres ou des esclaves. Ensuite, il y a un exemple très concret que j'ai appris récemment, et ça m'a choqué. Là maintenant, on va parler de l'Afrique qui a été déportée aux États-Unis. On parle de déportation. J'aime pas la traite négrière, c'est une déportation. Avant Hitler. Hein. Quand des Africains sont aux États-Unis, ils bossent comme des fous. C'est des gens qui sont très très bosseurs. Parce qu'ils sont dans une situation où ils sont écrasés par une société raciste, et ouvertement raciste. Et l'inventeur du téléphone, Graham Bell, si je ne me trompe pas, l'inventeur du téléphone, c'est pas Graham Bell, c'est Graham Bell, voilà, je ne dois pas me tromper. On lui a attribué une invention qui ne lui appartenait pas. C'est un mensonge et un vol. Ça a été inventé par un noir américain. Voilà. Alors, j'ai pas retenu son nom malheureusement parce que j'ai appris récemment cette information. J'invite tout le monde à vérifier. Il vient de la cour de, je crois, que c'est une cour de justice américaine qui vient de confirmer qu'effectivement, on lui a volé son invention. L'histoire retient que le voleur est l'inventeur et ne retiendra jamais que l'inventeur de génie était un noir. Bon, ben voilà, c'est dit ici. Bien sûr, vous allez vérifier et vous allez le partager. Un dernier mot. Un dernier mot, je reviens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Moi, je pense qu'il faudrait repartir dans une campagne de rééducation. Ouais. Et le plus tôt sera le mieux. Hein. J'ai suivi, par exemple, pour ce qui se passe, pas qu'en Libye, mais au Maghreb, concernant la communauté noire, qu'il y a des associations quand même qui sont créées pour dénoncer ces... Bien sûr, à Rabat, il y a eu un sit-in devant l'Assemblée libyenne, devant l'ambassade libyenne, pardon. Absolument. Et même sur les questions de racisme. Et ce que je trouve dommage, c'est que les autorités ne déploient pas tous les moyens nécessaires et toute la force nécessaire pour condamner tout. De manière forte. Voilà, de manière forte. Claire et nette. Ouais, comme vrai, on sent que c'est timide, ça va tâton. Non, il faut être ferme. C'est-à-dire que nous sommes des hommes. Hein, nous appartenons tous à la même race. À un moment donné, il faut arrêter ces histoires-là et taper sur la table s'il le faut et faire comprendre que toute personne, tout individu qui se comportera de cette façon-là sera mis au banc. Sera mis au banc, sera condamné. Juste un dernier mot, une dernière question. On parle souvent de quand il y a des questions comme celle-là, du silence de grands sportifs, de footballeurs, qui sont aussi parfois d'origine africaine. Est-ce que c'est un reproche valable pour vous ça vient souvent, en fait. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui le reprochent aux personnalités, pas qu'aux sportifs. Parce que depuis tout petit, quand on m'a mis face à un Mohamed Ali et quand j'ai commencé à comprendre tout le travail qu'il faisait à travers son engagement en tant que sportif professionnel, je me dis, mais en France, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un sportif ou une personnalité issue de la colonisation, capable sur un plateau de remettre en question le pays qu'il représente. Alors vous me dites, ce sera vraiment la dernière question. J'ai vu dernièrement Omar Sy intervenir sur ce qui se passe chez les Rohingyas. Très bien. C'est une belle initiative. Moi d'ailleurs je tiens à saluer puisque souvent effectivement on est les premiers à pointer du doigt le fait que les personnalités, on vous entend jamais, donnez jamais un coup de pouce. C'est un premier pas. Par contre, j'espère que cela permettra de motiver tous les autres à s'engager sur d'autres questions. Notamment ce qui se passerait, comme il se passe au Rohingyas, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe même en France, sur les violences policières, sur les questions de racisme. C'est qu'à un moment donné, comme il se passe actuellement aux États-Unis, pas face uniquement à Trump, mais les mouvements de droits civiques ou de droits humains qui se mobilisent. Et les sportifs aujourd'hui, pendant l'hymne national, posent un genou à terre. En guise Mais justement, sur la question de Omar Sy, c'est bien de parler. C'est le premier à avoir eu le courage de faire quelque chose. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un. Chapeau, il a levé des fonds en plus. On voit que tout le monde n'est pas aussi généreux que certains. Non, pas tout seul, on s'entend bien, mais c'est le premier à l'avoir fait. C'est-à-dire qu'il se met en risque. Mais sur une question qui est très très importante, justement, je voulais parler juste revenir très rapidement sur l'histoire de se dire la manifestation, c'est là où on n'interroge pas le problème qui se passe en France. Quand il y a des Noirs qui seraient vendus en Libye, a priori c'est le cas, mais bon, on partons encore sur les conditionnels, puisque les enquêtes ne sont pas faites. Quand il y a ce genre d'erreur qui est faite, effectivement, les Arabes auraient dû être présents, même s'ils sont gênés, parce qu'on voit bien qu'il y a un racisme qui est poussé par certains. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ça. On est en France. Ils sont où, les Européens ? Pourquoi ils ne viennent pas manifester ? Ça ne les intéresse pas, l'humanité ?
Pourquoi ils ne viennent pas devant l'ambassade de Libye en masse? Pareil, il y en avait quelques-uns. Oui, mais marginaux, on s'entend bien. Oui. On est quand même un pays de 65 millions de personnes, on peut espérer au moins 50 000 mais personnes. je pense que c'est à nous de casser ces frontières. Bien sûr. C'est-à-dire de leur démontrer que, par exemple, ce qui s'est passé avec Omar Sy, autour de lui, il y avait des personnalités arabes, blanches. Mais oui, moi je ne crois pas au bloc. Oui, voilà, Non, c'est vraiment humain. Non, je parle de conscience, C'est à nous, Pourquoi ne faut-il pas maintenant de faire les choses comme Omar Sy l'a dit. C'est nous la Love Army, personne d'autre. Maintenant, j'espère que au-delà des actions humanitaires, ces personnalités donneront un coup de main à ceux qui s'impliquent dans les questions politiques, parce que ce sont les politiques qui prennent la décision finale, qui nous poussent à nous retrouver dans de telles situations. Merci à vous deux. Merci. Et puis, Merci à vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.